Oui, Monsieur le Président, merci. Chers collègues, nous sommes sans doute là à un moment historique que nous pouvons partager, à savoir le rétablissement de l'ISF que nous proposons par cet amendement. La semaine a commencé avec la suppression des taxes sur les carburants. À votre initiative, nous avons soutenu, nous partageons complètement l'esprit. Il fallait absolument supprimer cette affaire. Et il se trouve que dans les rassemblements des Gilets jaunes depuis quelques jours, deux idées fortes sont apparues, celle-là, la taxe sur les carburants, et le rétablissement de l'ISF. Donc je ne saurais trop inviter nos collègues républicains à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l'histoire pour l'éternité. Suppression des taxes carburants, rétablissement de l'ISF, tout le monde vous applaudirait. Je vous invite à le voter. Le 393 rectifié, Monsieur Caner. Je serai un peu plus long que mon collègue Bocquet, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, impérieuse solidarité française, ISF. L'objet du présent amendement est triple, mes chers collègues. Il rétablit l'impôt de solidarité sur la fortune en lieu et place de l'impôt sur la fortune immobilière et du fameux PFU, dit flat tax pour les spécialistes. Il n'est en ce sens pas nécessaire de le gager. En effet, d'après les estimations disponibles, cet amendement permettrait d'accroître les recettes fiscales de l'État d'environ 4,7 milliards d'euros. Ainsi, alors que le gouvernement demande, ça vient d'être dit par mon collègue Bocquet, aux Françaises et aux Français un effort contributif pour le redressement des comptes publics, objectif partagé par les auteurs du présent amendement, ces derniers estiment que cet effort doit être mieux partagé entre nos concitoyens. Il n'est pas acceptable de fragiliser les catégories de population modestes, comme les retraités ou encore les jeunes, tout en renforçant les cadeaux fiscaux aux plus riches. L'étude conduite à cet égard par l'Institut des politiques publiques est extrêmement claire. 1% de nos concitoyens les plus aisés ont eu depuis un an 6% de pouvoir d'achat en plus. De plus, aucune étude sérieuse ne démontre la réalité de la théorie du ruissellement, mise en avant par le Président de la République, Monsieur le Ministre, et votre gouvernement. Ces cadeaux offerts aux plus aisés ne se traduisent que très peu dans des investissements productifs. S'il est vrai que l'impôt sur la fortune immobilière apportera en 2018 plus que ce qui était initialement prévu, cela n'occulte en rien le fait que les ressources de l'État auraient été bien supérieures si l'ISF avait été maintenu. C'est sans doute pour cela que l'IFI a fait l'objet de débats assez vifs, manifestement, durant l'examen en première lecture, en séance publique du projet de loi de finances pour 2019, au sein de votre majorité présidentielle, Monsieur le Ministre. Le ruissellement, aujourd'hui, revient à être un goutte à goutte. En ce sens, les auteurs du présent amendement estiment qu'une répartition plus équitable de l'effort fiscal en fonction des moyens contributifs de chacune et de chacun est plus appropriée pour relancer la croissance par la consommation, est plus efficace en termes de lutte contre les inégalités et plus légitime sur un plan philosophique. Mes chers collègues, aucun argument sérieux ne permet de légitimer le maintien de ce dispositif qui renforce les inégalités avec des effets très limités et qui ressemble de plus en plus au bouclier fiscal de sinistre réputation. Quand le temps des illusions laisse la place au temps des soustractions, il faut savoir reparler aux Français, Monsieur le Ministre. Le 476 rectifié, Monsieur Bocquet. Défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? J'ai peur que l'histoire soit brève. Donc, parce que c'est un moment historique, mais l'histoire risque d'être brève. Bon, très sérieusement, pourquoi on ne peut évidemment pas vous suivre, notamment sur la partie ISF. Alors, un petit peu d'histoire, ça mérite qu'on y passe en effet plus qu'une minute. Lorsque l'IGF, alors ça va rappeler des souvenirs à certains, je me tourne vers cette partie de l'hémicycle, l'IGF a été créé à l'époque, son taux marginal était de 1,6%, mais à l'époque, il y avait des emprunts d'État, emprunts morois, qui devaient être à peu près au taux de 16%, 15%. Donc, alors en soi, c'est évidemment peut-être pas forcément bon sur le plan économique, on connaît les dégâts que ça a fait, mais à l'époque, le taux d'imposition, le taux marginal d'imposition à cet impôt sur les grandes fortunes, qui a précédé l'ISF, était relativement compatible avec le rendement des actifs. Aujourd'hui, on a un taux marginal qui reste évidemment du même ordre sur l'ISF et
qui est totalement décorrélé du taux qui est totalement décorrélé et même confiscatoire par rapport au rendement des actifs. Parce qu'évidemment, les actifs, quand on regarde aujourd'hui le taux d'inflation, les performances aujourd'hui des marchés, évidemment, quand on a des placements qui rapportent 1 à 2% dans le meilleur des cas, eh bien, évidemment, le taux d'imposition devient supérieur au taux du rendement brut. Et évidemment, c'est là où l'impôt devient totalement économique. À partir du moment où les acteurs sont obligés de consommer leur capital pour payer l'imposition, ça devient évidemment un impôt anti-économique. Donc on ne pouvait évidemment qu'approuver le gouvernement lorsqu'il a mis fin à cette espèce d'anomalie fiscale d'être à peu près le seul pays en Europe à avoir une imposition sur le capital avec des personnes qui décident d'habiter pas très loin. On a des principes de liberté de circulation des hommes et des capitaux. Ça fait partie des principes fondateurs de l'Europe. Et je ne suis pas certain que tous les Français qui habitent à Bruxelles le fassent pour la beauté du climat ou les beautés de la ville de Bruxelles. Voilà. Donc malheureusement, c'est la réalité. C'est que des personnes, y compris jeunes, sont parties et ont recréé des activités ailleurs. Donc c'est de la perte concrètement économique pour la France. Donc ce serait une folie de le rétablir. L'amendement de M. Caner va plus loin puisqu'il supprime à la fois, il rétablit à la fois l'ISF, mais en même temps il supprime le PFU. Donc je pense que dans une Europe qui est ouverte, où la compétition et on ne peut pas empêcher les gens de sortir, voilà, nous ne sommes pas la Corée du Nord, les gens ont le droit de circuler, mais c'est la réalité. Les gens ont le droit de s'installer où ils veulent en Europe, c'est la réalité. Ils peuvent s'installer où ils veulent en Europe. Et donc, si la France est le seul pays à avoir une taxation, ou quasiment le seul pays à avoir une taxation des capitaux, eh bien, les gens iront ailleurs. Donc voilà. Mais surtout, ce qui est fondamentalement aujourd'hui contestable, et ce qui a changé, c'est que le taux de cette imposition est totalement sans commune mesure avec le taux des rendements des aujourd'hui actifs. Donc ça devient un impôt qui oblige à consommer le capital et qui est donc anti-économique. Monsieur le ministre. Défavorable. Avis défavorable. Avis défavorable. Monsieur Courteau a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, fracture sociale, fracture spatiale. En fait, ce qui est attendu, c'est que l'on mette un terme à certains dispositifs inégalitaires. La réforme de l'impôt sur la fortune et autres mesures en faveur des catégories aisées font partie de ces dispositifs inégalitaires aujourd'hui massivement refusés. Comment accepter en effet que le sommet de la pyramide se soit vu allégé de quelques 5 milliards d'euros d'impôts, tandis qu'un très fort pourcentage de Français, parmi les plus modestes, ont vu leurs revenus baisser du fait des réformes fiscales. Pour coller à l'actualité, dire que la taxe carbone ponctionne les classes populaires pour financer la baisse de la taxation sur le capital n'est pas forcément faux. Je l'entends souvent dire. Dire, comme je l'entends souvent, que l'on fragilise certaines catégories de Français modestes, comme les jeunes ou les retraités, pour mieux accorder des cadeaux fiscaux aux catégories aisées, n'est pas forcément faux non plus. Drôle de manière, en tout cas, de bien partager l'effort demandé aux Français. Demander plus à ceux qui ont le moins pour conforter ceux qui ont le plus, en fait, c'est le ruissellement, mais le ruissellement à l'envers. Et cet amendement qui vise à rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune en lieu et place de l'IFI et du prélèvement forfaitaire unique remet les choses à l'endroit. Répartit plus équitablement l'effort demandé, contribue à réduire les inégalités et donc donne au gouvernement quelques moyens de plus pour compenser, en faveur des catégories modestes, un pouvoir d'achat rogné et des hausses de prix du carburant et du fioul domestique. Car je n'ai pas entendu hier, dans l'allocution du président de la République, des propositions pour une meilleure répartition des richesses et une justice sociale plus convaincante. Je pensais naïvement, comme j'ai pu le lire dans une tribune, que le pouvoir politique avait enfin compris que la transition écologique ne se fera qu'à travers le sentiment partagé par les Français d'une justice sociale et fiscale retrouvée qui réconciliera la nation. Par cet amendement présenté par Patrick Kanner et nos collègues du groupe communiste, rétablissant l'ISF, nous allons aider les dirigeants actuels à comprendre que ce qui est attendu, c'est le retour aux valeurs de progrès et de solidarité qui ont fondé la France, des valeurs qui, sans aucun doute, pèseront bien plus lourd que le prétendu ruissellement. Je vous remercie. Madame Lienemann.
Vous avez la parole. Notre collègue rapporteur tient des discours qu'on connaît et qui, évidemment, nous divisent dans cet hémicycle. Mais moi, je lui demande d'être pragmatique. Pendant des années, on nous a expliqué, en faisant des cadeaux aux plus riches, en leur permettant d'alléger sur eux la charge fiscale, alors on va voir l'économie s'améliorer. On va les voir revenir et l'économie ira mieux. Est-ce que depuis la suppression de l'ISF, ça va mieux? Non. On a moins de croissance, évidemment, on a plus d'inégalités, et on se prive d'argent qui pourrait être investi pour l'avenir du pays, soit pour la modernisation industrielle, soit pour la transition énergétique, soit pour les services publics. Et donc, c'est sans fin. La théorie du ruissellement, on n'en fait jamais assez. Parce qu'il y a une espèce de course qui vise à expliquer qu'on va encore mieux aider les riches ailleurs. Aux États-Unis, il y a eu un rapport intéressant qui a fait que les États-Unis, qui eux ont un impôt de droit de suite, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où les gens habitent, s'ils sont américains, ils doivent payer l'écart d'impôt entre ce qu'ils gagnent ailleurs, ce qu'ils sont imposés ailleurs et ce qu'ils paieraient aux États-Unis. Mais ils ont quand même constaté qu'il y avait une fuite des cadres américains qui n'allaient pas en Suisse, comme on pouvait l'imaginer. Pendant longtemps, ils ont cru qu'ils allaient en Suisse. Non, ils allaient aux Pays-Bas. Ils ont fait une étude. Pourquoi vont-ils aux Pays-Bas? Est-ce que la société qui est installée aux Pays-Bas a plus d'avantages fiscaux que la société installée en Suisse? Non. La société en Suisse est moins prélevée qu'aux Pays-Bas. Mais les dirigeants aux Pays-Bas ont beaucoup plus d'avantages fiscaux que les dirigeants en Suisse. C'est-à-dire que les 10 dirigeants là, qui nous font le grand cinéma sur pour l'entreprise, ils ont préféré leur avantage personnel à l'avantage de l'entreprise. Et les Américains ont observé ça très précisément. Et donc, avec ce cinéma de toujours plus aider les plus riches, non pas l'activité, les plus riches, on a une course au dumping à l'envers qui n'est ni bon pour l'économie, ni bon pour l'égalité républicaine. Franchement, il faut rétablir l'ISF. Les Français le demandent parce qu'on leur demande des efforts disproportionnés. Monsieur Bocquet. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner un bon point au président Macron. Ben oui. Il tient ses promesses, J'ai sous les yeux l'intervention qu'il a faite devant la communauté française à Londres le 21 février 2017. Peut-être certains d'entre vous y étaient ici. Je vous cite quelques phrases de son propos. « Dans mon programme, vous aurez une série d'initiatives pour attirer les gens de talent dans la recherche et dans de nombreux autres domaines. Je veux les banques, les talents, les chercheurs. Cela fera partie de mon programme de les attirer. Je veux les convaincre que la France change, qu'ils auront l'opportunité de revenir en France dans les prochaines années et d'y rencontrer le succès. » Ça, c'était Londres. Suppression de l'ISF très tôt dans le quinquennat, et ça va lui coller à la chaussure comme le sparadrap du capitaine Haddock. Mais il a de la constance, puisqu'à Bruxelles, le 21 novembre dernier, dans son déplacement en Belgique, il a rencontré là aussi la communauté française, et il a évoqué les bonnes raisons qui ont pu pousser certains entrepreneurs français à quitter la France à cause de sa fiscalité, etc., etc. Alors, Thatcher, déjà, dans les années 80, parlait du ruissellement. Ça n'est plus de ruissellement, c'est de l'évaporation. La parole est à notre collègue Patrick Kanner. Oui, Monsieur le Président. Je vous ai saisi pour une demande de scrutin public, parce que nous souhaitons effectivement que chacun puisse prendre ses responsabilités sur ce sujet qui est sensible politiquement. J'ai entendu, monsieur le rapporteur, j'y reviens dans un instant. Je n'ai pas beaucoup entendu, monsieur le ministre. Un mot. Mais peut-être parce que dans d'autres époques, il a connu d'autres cheminements sur le plan politique et économique. Mais chacun peut changer. Chacun peut changer. Nous, sur le sujet, nous n'avons pas changé. L'impôt sur les grandes fortunes, c'est nous. L'impôt sur les fortunes, c'est nous, et nous le revendiquons. 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros d'efforts demandés à ceux qui possèdent 1000 milliards d'euros de patrimoine. 5 milliards d'euros à ceux qui possèdent 1000 milliards d'euros de patrimoine. Mes chers collègues, si vous n'entendez pas la colère qui monte, qui gronde, si vous n'entendez pas cette demande de justice de nos concitoyens, avec ce fameux mouvement des Gilets jaunes,
qui nous disent « mais donnez-nous des symboles de votre compréhension de cette colère qui est la nôtre et de la souffrance sociale et économique que nous vivons », mes chers collègues, eh bien, ce sera le peuple contre les élites. Et je ne sais pas jusqu'où ira ce mouvement. Sachons donner des signes d'apaisement, et cet amendement que nous portons avec nos collègues du groupe communiste est un apaisement potentiel, un amendement d'apaisement potentiel pour un mouvement qui est en train peut-être de nous déborder. Et donc je vous invite à réfléchir quand vous irez voter tout à l'heure dans le scrutin public. Alors, je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Ceci étant dit, les amendements... Monsieur Longuet, je vous en prie. Je vous l'avais dit. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai évidemment quelques scrupules à allonger les débats, mais on ne peut pas laisser l'intervention de M. Canet et sa demande de scrutin public sans une réponse. En France, être riche aujourd'hui, cela suppose d'avoir largement contribué à la richesse collective en payant l'impôt. Par les droits de succession, je vous le rappelle, dont les taux sont parfaitement solides et se situent à un niveau élevé dans l'Union européenne. Par les revenus, par les plus-values, de telle sorte que la fortune constituée est pour l'essentiel, dans les fortunes mobilières, une fortune acquise par la réussite et par le travail. Nous voulons une société où les jeunes Français puissent espérer réussir par leur travail et profiter durablement, et en particulier lorsque l'âge venant, ils ne sont plus en mesure de réaliser toutes les performances de la création économique, profiter de leur capital. C'est en tous les cas ma conception et je la défends avec conviction. Il y a actuellement 70 000 Français dans la Silicon Valley. Il y en a plus de 300 000 à Londres. Il y en a peut-être quelques centaines en Belgique ou en Suisse. Ceux-là ont fait leur vie. Ce que je souhaite, c'est que ceux qui ont leur vie à faire la fassent en France et qu'ils aient confiance dans la capacité de notre pays à respecter durablement le fruit de leur travail. Pourquoi ne le font-ils pas aujourd'hui? Parce qu'ils voient les déficits publics et qu'ils savent parfaitement que de déficit public en déficit public, il y a une menace permanente pour prendre l'argent là où il est, et en particulier à ceux qui en ont gagné. Mais ceux qui en ont gagné aujourd'hui, lisez les journaux économiques consacrés, sont dans leur immense majorité des gens qui ont créé des entreprises, qui ont réussi. Et permettez-moi de dire, pour un qui réussit, combien ont échoué? Eh bien, il faut reconnaître le droit au succès, comme il faut d'ailleurs accepter le droit à l'erreur, sinon vous n'aurez pas d'économie vivante. Et les millions de salariés qui ont besoin d'entrepreneurs, qui ont besoin, je le dis clairement, de capitalistes qui investissent, avec vous, ne les trouveront jamais et nous aurons une société d'épuisement, une société de fatigue, une société de découragement, une société en marge du progrès. Monsieur Vaugrenard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Après avoir entendu les propos de Gérard Longuet et ceux de notre rapporteur, je voudrais réagir avec la sérénité qui convient. Monsieur Longuet, savez-vous que lorsque quelqu'un a eu ses parents, ses grands-parents, plusieurs générations de pauvres, des chances de sortir de la pauvreté, il faut 6 générations avant qu'il puisse se sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité aujourd'hui. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la Corée du Nord tout à l'heure. Pas persuadé que dans la période que nous traversons, ce soit particulièrement judicieux. Par ailleurs, ça me fait penser, finalement, parce que c'est important soit d'avoir participé, soit d'avoir lu l'histoire. En 1980, il y en a qui craignaient que les chars russes défilent sur les Champs-Élysées. C'est un peu du même niveau de réflexion ou de réaction. Nous traversons, mes chers collègues, une période difficile, dangereuse, où l'essence même de notre démocratie peut être remise en cause. En Europe et en France, nous voyons le populisme progresser de plus en plus. Et nous allons malheureusement le constater, je le crains, à l'occasion des prochaines élections européennes.
Et c'est ça qui doit guider notre réflexion et notre action aujourd'hui. Nous sommes à la fois dans la proposition qui est faite à la fois par le groupe communiste et le groupe socialiste et républicain, pas seulement dans le symbole, mais le symbole a son importance dans la période que nous traversons. Patrick Canet l'a rappelé, l'impôt sur la grande fortune, c'est 5 milliards d'euros. Ça n'est pas rien quand même, même au-delà du symbole. Rappelez-vous qu'après la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt avait instauré aux États-Unis des taux de prélèvement sur le revenu à hauteur de 90%. François Mitterrand, en 1980, nous étions à 75 à 80%. Aujourd'hui, il faut avoir les pieds sur terre. Par rapport aux manifestations que nous pouvons constater, véritablement, c'est une question de justice sociale, de pouvoir d'achat aujourd'hui qui doit être évoqué, et donc de recettes supplémentaires de l'État. Nous avons la chance d'avoir une des meilleures protections sociales de l'Europe, voire du monde, mais pour ça, il faut des recettes. Et ça doit être, nous connaissons cette expression, à proportion de nos facultés respectives. Et lorsque 1% de nos populations aujourd'hui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 6%, c'est quand même de bon sens de considérer que c'est eux qui doivent faire l'effort, et non pas les autres. C'est la raison pour laquelle, non seulement symboliquement, mais politiquement, et en soutien à notre système démocratique, il faut réinstaurer l'impôt sur la fortune. C'est une question de justice politique, une question de justice sociale. La parole est à Monsieur Cadic. Merci, Monsieur le Président. L'ISF, ce fameux ISF, cette incitation à sortir de France. Les 300 000 Français du Royaume-Uni, chers collègues, n'étaient pas à l'ISF. Ils sont à l'image des Français qui sont dans notre pays. Mais cet impôt s'est avéré être anti-économique. Personne, aucun pays dans l'Union européenne n'a un tel dispositif. Moi, je vous remercie d'avoir déposé cet amendement parce qu'il fallait du courage au président Macron pour justement prendre cette décision et faire comprendre que quelque chose avait changé dans notre pays, qu'effectivement, on devait s'adapter à notre environnement. Et donc, merci de nous donner peut-être l'opportunité de voter et de le rappeler, parce que tous n'ont pas été capables d'avoir ce courage. Monsieur Bargeton avait demandé la parole. Souhaite-t-il la prendre? Oui, manifestement. Non, mais il ne répondait pas à ma sollicitation. Donc Pardon, Monsieur le Président. Je questionnais à nouveau. Moi, j'entends ce débat et j'écoute ce qui se dit. Et je vois bien que dans les manifestations actuelles, il y a parfois cette revendication de revenir sur la suppression de l'ISF. Et puis certains veulent en faire aussi, je le note, le péché originel, en quelque sorte, du quinquennat. Et il faudrait aussi que nos collègues écoutent la suite des plateformes revendicatives des Gilets jaunes, parce que la suite peut-être plairait moins, quoi. On s'arrête à l'ISF. Enfin, moi j'ai vu la suite sur les institutions, c'est tout de suite moins bien. C'est tout de suite moins bien. Donc on pioche ce qui arrange et on retire le reste. Moi j'ai toujours été opposé aux impôts qui frappaient les stocks. Je pense qu'un bon impôt est un impôt qui frappe un flux de revenus et non pas un stock. Je dois faire amende honorable. J'ai été très longtemps membre d'une autre formation politique qu'En Marche. Et pour autant, à l'époque, ce qui me valait, le Parti socialiste, ce qui me valait à l'époque d'être taxé de ce qu'on appelait l'aile dite droite, parce que j'étais très sceptique sur l'ISF, avec d'autres. J'ai même soutenu un candidat à une primaire qui nous expliquait que c'était un impôt idiot, parce qu'il frappait les millionnaires et qu'il épargnait les milliardaires. Et qu'il avait proposé d'ailleurs de le supprimer lui-même. La France était le seul pays à l'avoir. C'était le seul pays à avoir cet impôt et dont on ne parle jamais. On parle toujours du coût de la suppression de l'ISF, mais je n'entends jamais parler de ce qu'était le coût de son maintien. Or,
C'est une réalité aussi. Et si on fait un peu d'histoire, chers amis, on sait que les socialistes l'avaient créé en 81, Jacques Chirac l'avait supprimé en 86 et l'avait été rétabli en 88. Mais Michel Rocard, qui était Premier ministre, n'avait pas fait montre d'un enthousiasme délirant à son rétablissement parce que c'était François Mitterrand qui l'avait mis dans son programme et qui lui avait demandé de le faire en compensation du RMI. Ça devait financer le RMI. On voit bien que la dynamique du RMI puis du RSA a été bien supérieure. Donc il y a des décisions qu'il faut assumer. Je pense que cet impôt avait des coûts cachés qui étaient mal connus. Ce serait une erreur de faire ce qu'ont fait d'autres gouvernements, c'est-à-dire du zigzag fiscal. Ne zigzagons pas en termes de fiscalité. Merci beaucoup. Monsieur Capu. Oui, merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais les échanges sont tellement étonnants que je suis obligé d'intervenir. Moi, ce que je pense, c'est que, quel que soit, on peut être pour ou contre l'ISF. On peut être pour ou contre l'ISF. On peut suivre le raisonnement de Madame Lindemann, qui nous dit qu'effectivement, un Américain, un chef d'entreprise américain, a plus intérêt à vivre aux Pays-Bas plutôt qu'aux États-Unis ou en Suisse parce qu'il paie moins d'impôts aux Pays-Bas. De telle sorte que je ne comprends pas pourquoi elle n'en tire pas les conséquences et à se demander pourquoi elle ne se dit pas que le dirigeant français n'a pas plutôt justement intérêt à payer moins d'impôts ici pour ne pas aller aux Pays-Bas lui aussi. Tout cela, on peut ne pas le partager. Ce que je trouve profondément inacceptable et regrettable, c'est que dans cette enceinte, que les communistes pointent du doigt ce qu'ils estiment être une classe à part qui doit être montrée du doigt, c'est assez habituel. Ce qui me surprend énormément, c'est que le Parti socialiste fasse le lien entre ce qui se passe, la tension qui existe dans le pays, les gilets jaunes et l'ISF. Je veux dire, dans une enceinte avec des gens responsables, à un instant seulement, faire le lien entre le fait qu'on ait pu supprimer l'ISF et la situation dans laquelle se trouvent les plus précaires est proprement inacceptable et scandaleux. Et je trouve ça invraisemblable que dans cette Assemblée, des sénateurs puissent faire le lien entre le fait qu'on ait supprimé l'ISF et le fait qu'il y ait une précarisation ou en tous les cas que l'économie ne démarre pas assez vite. Et je tenais à le dire parce que je trouve que c'est proprement irresponsable et que ça ne fait que pointer du doigt ceux qui ont réussi. Parce que, je veux dire, Madame Lindemann, vous savez que je vous respecte, mais on n'est plus dans un monde de rente. Mark Zuckerberg, il a hérité de ses parents. Bill Gates a hérité de ses parents. On est au monde d'Internet. Les nouvelles fortunes, ce sont des gens qui ont créé par des idées, par leur travail, par leur génie, des fortunes. On n'est plus dans Germinal. Voilà. Monsieur Marie a souhaité la parole. Monsieur Montaugé également. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général. Mais comme d'autres collègues, c'est le débat qui nous invite à intervenir à notre tour. Quand j'entends nos collègues nous parler de ces Français partis à l'étranger, fuyant l'imposition trop importante que représentait l'impôt sur la fortune, ils oublient de parler d'abord de tous ces Français qui pourraient être concernés, qui sont restés. Ils oublient de nous parler de tous ces étrangers, européens en particulier, britanniques notamment, qui sont venus s'installer en France, y travailler, considérant que la qualité de vie qui était offerte par notre pays méritait bien effectivement de contribuer aussi à sa fiscalité. Ces collègues omettent que dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, que l'on a cités, un certain nombre de grands patrons ont revendiqué le fait de payer plus d'impôts au titre de la solidarité avec l'ensemble de leurs concitoyens. Eh bien, l'impôt sur la fortune, c'est à la fois
des recettes fiscales supplémentaires qui seraient bien utiles dans la période que nous connaissons et qui permettraient effectivement au gouvernement de répondre à la demande formulée par toutes ces personnes qui manifestent. Mais au-delà de cela, l'impôt sur la fortune, que vous le vouliez ou non, est un symbole de solidarité et de fraternité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il faut le rétablir. La parole est à M. Montaugé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Bon, on est en écho aux propos de notre collègue Capu, que je respecte tout à fait par rapport à son expression, sans être du tout d'accord avec ses arguments. Je voudrais dire une chose toute simple. Des organismes internationaux qu'on ne pourra pas taxer de gauchistes, comme l'OCDE, le Fonds monétaire international, nous disent à tous que la question des inégalités est un sujet majeur qui conditionne le devenir de nos sociétés. Et la question de l'ISF, c'est avant tout, autre chose, la question de l'inégalité, en tout cas d'un point de vue ne serait-ce que symbolique, mais pas que, mais symbolique aussi. Et les symboles, c'est aussi de la politique, pour faire société ensemble. Donc l'ISF nous renvoie à la question de l'inégalité. On sait, tous les scientifiques nous le disent, que les sociétés les plus dynamiques, y compris en termes de création de richesse, sont les sociétés les moins inégalitaires. Voilà la question de fond qui nous est posée à tous par rapport à l'ISF et par rapport à bien d'autres sujets dont nous débattons dans cet hémicycle. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas l'expression de certaines personnes qui sont engagées dans ce mouvement, nous rappelle aussi l'enjeu de l'inégalité. Pour se sentir faire partie d'une société, il faut que les inégalités, ou en tout cas les inégalités, soient traitées, soient prises en compte politiquement. Voilà, d'où notre position concernant l'ISF et le vote de cet amendement. Monsieur Tissot, la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, comme l'a dit Franck Montaugé, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais quand même, quand on interpelle les socialistes, ça me gêne un peu. Et je ne voudrais pas qu'on stigmatise le débat. D'un côté les riches, d'un côté les pauvres, et d'un côté les défenseurs des riches, et de l'autre côté les défenseurs des pauvres. C'est pas ça le problème. Moi, je reproche à personne d'être riche ou d'être pauvre. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que j'entends bien que quelques rares personnes sont devenues riches toutes seules dans leur coin, très très riches, mais d'autres sont devenus riches, c'est tout à leur honneur, mais avec le travail d'autres, avec le labeur d'autres personnes. Et c'est juste, avec le rétablissement de l'ISF, c'est juste un partage qu'on souhaiterait. Alors, pas un partage 50-50, vous avez bien compris, bien évidemment. Faisons attention de ne pas stigmatiser les gens. Mais simplement, comment pouvons-nous aujourd'hui imaginer refuser ce que nous proposons, les communistes et les socialistes, et en même temps laisser dormir des gens dehors? Des enfants dorment dehors, des enfants scolarisés dorment dehors. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est entendable? Et ça fait le lien avec les Gilets jaunes. Et je n'irai pas plus loin dans la comparaison. Mais quand même, il y a des gens qui sont sur les carrefours, j'en connais quelques-uns, c'est des revendicateurs, etc., etc. D'autres, ils sont là par désespoir. Et je pense que le lien, on peut le faire juste avec cette expression-là. Ne stigmatisons personne, mais réfléchissons comment on se doit de répartir la richesse. Dernière inscrite, Madame Lepage. Et non, pas deux fois. Oui, merci, Monsieur le Président. Il a été question à plusieurs reprises des Français de l'étranger, de ces Français qui s'expatrieraient pour fuir l'impôt sur la fortune. Permettez-moi quand même de rétablir un petit peu les faits. Sur les 3 millions de Français à l'étranger, ces exilés fiscaux ne représentent qu'une toute petite minorité. La plupart vivent la même vie que les gens des pays dans lesquels ils sont établis et ne sont pas là parce qu'ils fuient l'impôt. Voilà, nous allons pouvoir passer
au vote. Alors, je rappelle que nous avons 3 amendements qui ne sont pas identiques, donc je vais tout d'abord soumettre au vote l'amendement 460 rectifié du groupe communiste, avec 2 avis défavorables, commission, gouvernement. Qui vote pour? Non, je rappelle que j'ai 3 amendements différents. Je n'ai une demande de scrutin public que pour le second par le groupe socialiste. Je commence par mettre aux voix l'amendement du groupe communiste. Donc, qui vote pour? Il faut suivre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain sur l'amendement 393 rectifié. 2 avis défavorables. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Yep, c'est foutu. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos et j'invite les secrétaires à procéder à son dépouillement.
Voici le résultat du scrutin numéro 28 sur l'amendement numéro 393 rectifié. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs ou groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 320. Pour l'adoption 96, contre 224, le Sénat n'a pas adopté.